Le silence qui régnait dans le vaste appartement de luxe du 16e arrondissement fut la première chose qui le frappa. Ce n'était pas la quiétude paisible du petit matin, mais un vide froid et creux qui s'accrochait à l'air. Nicolas Sterling appela son nom, Chloé, mais seul l'écho lui répondit. Sur le lit parfaitement fait, là où sa femme enceinte aurait dû dormir, reposait une simple enveloppe blanche. Son nom n'y figurait pas. Le sien, si. À l'intérieur, la lettre ne criait pas, n'accusait pas. C'était pire. Elle était calme, précise et totalement dévastatrice. Elle parlait d'une vérité qu'il ne pouvait plus cacher et d'un avenir qu'il venait de perdre. Chloé était partie, et il allait apprendre que sa disparition n'était pas un acte de faiblesse, mais le premier mouvement d'une guerre qu'il n'avait jamais vu venir. L'appartement des Sterling était le témoignage d'une vie vécue au-dessus des nuages, tant au sens propre qu'au figuré. Perché au dernier étage d'un immeuble haussmannien dominant l'étendue scintillante de Paris, ses immenses baies vitrées cadraient une ville qui semblait se prosterner à ses pieds. Pour Chloé Sterling, c'était une cage dorée, exquisément décorée d'art moderne, de mobilier italien et du poids suffocant de la solitude. Enceinte de 7 mois, Chloé se déplaçait dans l'espace opulent avec une grâce douce qui démentait l'anxiété subtile dans ses yeux. Elle restait souvent debout près des vastes fenêtres, une main posée protectrice sur son ventre arrondi, et observait les minuscules silhouettes anonymes s'agiter en bas, vers l'avenue Foch. Ils semblaient tous aller quelque part avec un but. Elle, en revanche, attendait simplement. Elle attendait que son mari, Nicolas, rentre à la maison. Elle attendait que leur bébé, une petite fille qu'elle avait déjà prénommée Lily, arrive. Elle attendait que la vie qu'on lui avait promise devienne enfin réelle. Nicolas Sterling était un homme forgé dans le creuset de l'ambition et de la vieille fortune familiale. Il était d'une beauté ravageuse, doté d'un charme capable de désarmer les membres du conseil d'administration et d'une cruauté qui avait doublé la fortune de sa famille. Lorsqu'il avait épousé Chloé, une conservatrice d'art au cœur tendre, au sourire bienveillant et à l'âme authentique, les pages société des magazines parisiens avaient qualifié cela de conte de fées. Il était le prince, et elle était la femme belle et douce qui avait conquis son cœur. Mais les contes de fées, Chloé l'apprenait, étaient souvent meilleurs lus à distance. L'homme dont elle était tombée amoureuse, celui qui citait de la poésie lors de leur premier rendez-vous au musée d'Orsay, celui qui lui tenait la main pendant un orage parce qu'il savait qu'elle avait peur, devenait un fantôme. Il était présent de corps mais absent d'esprit, ses pensées perpétuellement ailleurs. Son téléphone était une extension permanente de sa main, vibrant de messages qu'il lisait en l'orientant loin d'elle et d'appels qu'il prenait dans son bureau, la porte fermement close. « C'est la fusion, chérie, disait-il, sa voix un baume onctueux destiné à apaiser tout soupçon. C'est un monstre. Juste encore quelques semaines de tout ça. Je te le promets. Ensuite, ce sera juste toi, moi et notre petite Lily. » Chloé voulait le croire. Elle s'accrochait à ces mots, se les répétant comme un mantra. Elle remplissait ses journées de yoga prénatal, concevant la chambre du bébé dans des tons doux de lavande et de crème, et lisant des livres sur la parentalité jusqu'à ce que les mots se brouillent. Elle construisait un nid, le garnissant de tout l'amour et de tout l'espoir qu'elle possédait, priant pour que cela suffise à inciter l'homme qu'elle avait épousé à enfin atterrir. Sa meilleure amie, Valérie Thorne, une avocate à l'esprit vif qui voyait le monde en fait et en preuve, était moins convaincue. Une fusion ne nécessite pas de chuchoter au téléphone à 2 heures du matin. Chloé, avait dit Valérie lors d'un déjeuner la semaine précédente, son regard perçant. Et cela ne nécessite certainement pas d'acheter une nouvelle eau de Cologne qui sent étrangement comme quelque chose qu'un vingtenaire porterait. Il est sous beaucoup de stress, avait défendu Chloé, bien que sa voix manquât de conviction. Il fait ça pour nous, pour notre famille. Valérie avait simplement soupiré, tendant la main à travers la table pour presser la sienne. Fais juste attention. Un homme qui bâtit un empire est habitué aux acquisitions. Assure-toi de ne pas en être une parmi d'autres. Les mots avaient piqué parce qu'ils faisaient écho à une petite voix terrifiée dans son propre cœur. Elle repoussa le doute, le mettant sur le compte des hormones, des angoisses d'une future mère. Nicolas avait encore ses moments de tendresse. Il rentrait tard, épuisé par ses réunions, et posait une main sur son ventre, une lueur d'émerveillement dans les yeux alors qu'il sentait leur fille donner des coups de pied. « Mes 2 filles, murmurait-il, sa voix chargée de ce qu'elle espérait désespérément être une émotion sincère. Dans ces moments-là, la cage ressemblait à nouveau à un sanctuaire. Ce soir, c'était leur 3e anniversaire de mariage. Nicolas avait appelé cet après-midi-là, sa voix mielleuse d'excuses.
Chloé, mon amour, je suis tellement désolé. Les négociations finales viennent de passer à la vitesse supérieure. Je ne peux pas m'échapper. Je me sens terriblement mal. La déception, aiguë et familière, transperça son cœur. Oh, je préparais ton plat préféré, le sauté de veau. Garde-le pour moi, chérie. Je rentrerai dès que je pourrai me libérer. Je me rattraperai. Je le jure. Nous ferons une vraie célébration ce week-end. Juste nous deux. Il semblait si sincère, si plein de regrets. D'accord, Nico, murmura-t-elle. Sois prudent. Après avoir raccroché, elle resta debout dans la cuisine silencieuse, l'arôme riche du veau braisant doucement emplissant l'air. C'était un repas prévu pour deux, une célébration de leur amour. Maintenant, ce n'était qu'un triste rappel d'une autre promesse brisée. Mais alors qu'elle s'appuyait contre le comptoir en marbre froid, une étincelle de défiance s'alluma en elle. Elle était fatiguée d'attendre. Elle était fatiguée d'être l'épouse compréhensive et passive. Elle se souvint qu'il avait mentionné le nom du restaurant où les négociations avaient lieu. Le Grand Véfour, un établissement historique et exclusif près du Palais Royal. Un plan audacieux et inhabituel se forma dans son esprit. Elle emballerait une part du dîner d'anniversaire qu'elle avait préparé. Elle irait le voir. Elle n'interromprait pas, bien sûr, elle donnerait juste le paquet au maître d'hôtel pour qu'il le lui transmette. Ce serait un petit geste romantique, une façon de se sentir connecté à son monde, de lui montrer qu'elle pensait à lui, de lui rappeler le foyer qui l'attendait. Avec un sens renouvelé de son objectif, elle se changea pour une robe de maternité simple mais élégante. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle appliquait une touche de maquillage. Elle sentit un coup puissant de l'intérieur, comme si Lily l'encourageait. « C'est bon, ma petite » chuchota-t-elle à son ventre. « Maman va juste aller voir papa. » Elle emballa soigneusement un contenant avec le tendre sauté de veau et un accompagnement de légumes glacés, une note manuscrite glissée à l'intérieur. « Je ne pouvais pas laisser passer notre anniversaire sans que tu goûtes ça. Je t'aime. C'est... » Alors que l'ascenseur descendait, l'emportant loin de leur monde isolé dans le ciel, elle ressentit un frémissement d'excitation nerveuse. Elle s'échappait de sa cage, même si ce n'était que pour une heure. Elle prenait le contrôle. Les lumières de la ville floutaient les fenêtres du taxi, chacune étant une petite étoile dans une galaxie qu'elle rejoignait enfin. Elle n'avait aucune idée qu'elle fonçait vers une collision qui briserait cette galaxie en un million d'éclats irréparables. L'entrée du Grand Véfour était discrète, marquée seulement par une plaque et une lourde porte. C'était le genre d'endroit qui prospérait sur l'exclusivité, où les fortunes se discutaient autour d'assiettes gastronomiques et où les secrets se chuchotaient au-dessus de verres de grands crus classés. Alors que Chloé sortait du taxi, l'air frais de la nuit parisienne ne fit pas grand-chose pour calmer les battements frénétiques de son cœur. Elle serra le petit sac isotherme contenant son offrande de paix, ressentant une vague soudaine de gêne. Était-ce une idée stupide et désespérée? Elle repoussa cette pensée. C'était un geste romantique, pas pathétique. Elle était une épouse essayant de se connecter avec son mari surmené le jour de leur anniversaire. Il n'y avait aucune honte à cela. L'intérieur du restaurant était une symphonie de boiseries sombres, de miroirs piqués et de lumières dorées tamisées. Une vague de chaleur et le bourdonnement bas des conversations l'envahirent. Le maître d'hôtel, un homme grand, impeccablement vêtu avec un air d'indifférence polie, s'approcha d'elle. « Bonsoir, madame. Avez-vous une réservation ? » « Oh, non. Je ne reste pas, » dit rapidement Chloé, lui offrant un sourire chaleureux. « Je suis ici pour déposer quelque chose pour mon mari, Nicolas Sterling. Il est en réunion d'affaires ici. » L'expression du maître d'hôtel vacilla une fraction de seconde, un changement subtil de la courtoisie professionnelle à quelque chose de méfiant. « Madame Sterling, dites-vous ? » « Oui. Il est avec le groupe de la fusion. » La voix de Chloé faiblit légèrement. Elle ne connaissait même pas le nom de l'entreprise avec laquelle il était censé fusionner. Cette réalisation lui envoya un frisson dans le dos. Bien sûr, un instant. Il jeta un coup d'œil à un écran sur son pupitre, ses sourcils se fronçant légèrement. Monsieur Sterling est installé dans l'une de nos alcôves plus privées, vers le fond. Pourriez-vous éventuellement lui donner ceci pour moi ? Demanda-t-elle en levant le sac. C'est une surprise pour notre anniversaire.
Les yeux de l'homme s'adoucirent avec ce qui ressemblait à une véritable pitié. C'était un regard qui mit chaque nerf du corps de Chloé en alerte maximale. Peut-être. Peut-être serait-il préférable que vous le lui donniez vous-même, madame. Par ici. Il fit un geste vers un court couloir feutré, loin de la salle à manger principale. Un sentiment d'effroi, froid et lourd, commença à s'accumuler dans l'estomac de Chloé. Pourquoi ne prenait-il simplement pas le sac? Pourquoi la regardait-il comme si elle était un agneau mené à l'abattoir? Ses pieds semblaient de plomb alors qu'elle le suivait. Il s'arrêta juste avant une alcôve isolée où une table unique était nichée, offrant à ses occupants une intimité totale. Il fit un signe de tête vers la table puis, avec un discret « Excusez-moi », il se retira, la laissant debout seule dans le couloir. De son point de vue, elle ne pouvait voir que l'arrière de la tête de Nicolas. Il était penché en avant, sa posture animée et engagée d'une manière qu'elle n'avait pas vue depuis des mois. En face de lui, une main de femme ornée d'un délicat bracelet en diamant reposait sur la table. Une cascade de cheveux blonds platine captait la lumière. Le souffle de Chloé se coupa. Elle fit un pas hésitant en avant, regardant autour de la cloison. Et alors elle la vit. La femme était Manon Dubois, un top modèle dont le visage ornait les couvertures des magazines qui gisaient non lus sur leur table basse. Elle était d'une beauté impossible, ses traits fins et angéliques. Son corps moulé dans une robe argentée scintillante qui laissait peu de place à l'imagination. Mais ce n'était pas sa beauté qui fit basculer le monde de Chloé. C'était la façon dont elle regardait Nicolas, un regard d'intimité sensuelle et possessive. Et c'était la façon dont Nicolas la regardait en retour. Il souriait. Pas le sourire fatigué et distrait qu'il offrait à Chloé, mais un sourire plein, non gardé, de pur délice. Il tendit la main à travers la table, sa main couvrant celle de Manon, leurs doigts entrelacés. Il se pencha et chuchota quelque chose qui fit rire Manon, un son tintinabulant qui écorcha les oreilles de Chloé comme du verre brisé. Ce n'était pas une réunion d'affaires. C'était un rendez-vous galant. L'air s'échappa des poumons de Chloé. Le petit sac dans sa main sembla soudain peser une tonne. Le dîner d'anniversaire, symbole de son amour et de ses efforts, était maintenant une blague pathétique. Chaque nuit tardive, chaque coup de fil chuchoté, chaque fusion monstre, tout se mit en place, formant une mosaïque hideuse de tromperies. Les avertissements de Valérie, ses propres doutes refoulés. Tout remonta violemment à la surface. Une vague de nausées et de douleurs vertigineuses la submergea. Elle trébucha en arrière, sa main volant à sa bouche pour étouffer un sanglot. Le mouvement attira l'œil de Nicolas. Sa tête pivota brusquement. Son sourire s'évanouit, remplacé par un masque de choc pur et absolu, qui se mua rapidement en une froide fureur. Ses yeux, les mêmes yeux qu'il avait autrefois regardés avec adoration, brûlaient maintenant de la colère d'un homme qui avait été pris. Il dégagea sa main de celle de Manon et se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. Manon leva son visage parfaitement sculpté, enregistrant une lueur d'agacement avant de s'installer dans un sourire méprisant et triomphant, alors qu'elle prenait la mesure de la vue de Chloé, enceinte, le cœur brisé et totalement déplacé. « Chloé !» siffla Nicolas, marchant vers elle. Il lui saisit le bras, sa poigne douloureusement serrée, et la tira plus loin dans le couloir, loin des regards curieux des autres dîneurs. « Qu'est-ce que tu fais ici, nom de Dieu ?» Sa voix était un murmure bas et venimeux. Il n'y avait aucune inquiétude, aucun remords, seulement la rage d'avoir été découvert. « C'est notre anniversaire, étouffa-t-elle, les mots ayant un goût de cendre. Le sac glissa de ses doigts, frappant le tapis épais avec un bruit sourd. « Notre anniversaire. Tu penses que c'est approprié de me suivre pour m'espionner ?» Il bouillait, son visage à quelques centimètres du sien. « Tu m'affiches. Tu t'es affiché toi-même. » Les larmes coulaient sur le visage de Chloé, brûlant et brouillant sa vision. « Tu es ici avec elle le jour de notre anniversaire. C'est un dîner d'affaires, ment-il, les mots sonnant creux même à ses propres oreilles. Manon est le nouveau visage de la marque lifestyle des industries Sterling. C'est du travail. Chloé le fixa, l'homme qu'elle avait promis d'aimer pour l'éternité. Elle ne voyait pas un mari mais un étranger. Un étranger cruel et calculateur qui insultait son intelligence alors que son cœur se brisait. Depuis l'alcôve, la voix de Manon dériva vers eux, lassée d'un amusement ennuyé. « Nico, chérie, y a-t-il un problème ? Ton invité a l'air mal en point. »
La manière dédaigneuse dont elle avait dit « invité » fut le coup final et brutal. Chloé n'était pas sa femme, pas la mère de son enfant. Elle était un inconvénient, une interruption. Chloé regarda du visage furieux de Nicolas au modèle souriant, puis revint à lui. La combativité la quitta, remplacée par une clarté glaçante. La cage n'était pas seulement solitaire. C'était un mensonge. L'homme qu'elle aimait n'existait pas. C'était un personnage que Nicolas avait joué pour l'acquérir. Et maintenant, la représentation était terminée. Sans un autre mot, elle arracha son bras de son emprise. Elle lui tourna le dos à la vie qu'ils avaient construite et s'éloigna. Elle ne courut pas. Elle marcha avec un calme étrange et nouveau, sa posture droite. Chaque pas était une rupture délibérée d'un lien. Elle pouvait sentir ses yeux brûler son dos, mais il ne l'appela pas. Il ne la suivit pas. Elle passa devant le maître d'hôtel apitoyé, franchit la lourde porte et sortit dans la nuit indifférente de la ville. L'air froid frappa son visage, mais elle le sentit à peine. Elle était déjà engourdie. Le conte de fées était terminé. Les morceaux brisés de sa réalité gisaient éparpillés sur le sol d'un restaurant, et tout ce qu'elle pouvait faire était de s'éloigner des décombres. Le trajet en taxi de retour vers le 16e arrondissement fut un flou silencieux et surréaliste. Les lumières de Paris, autrefois symboles de vie et d'énergie, semblaient maintenant se moquer d'elle, défilant par la fenêtre comme une série de ricanements cruels et scintillants. Chloé resta assise parfaitement immobile sur la banquette arrière, une main posée sur son ventre, non par tendresse, mais comme pour protéger sa fille à naître de la vérité toxique qui venait d'empoisonner leur monde. Le bébé était la seule chose réelle qui restait. Elle paya le chauffeur dans un état second et prit l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage, l'ascension ressemblant à une descente aux enfers. Lorsque les portes s'ouvrirent directement dans leur appartement, l'opulence qui avait autrefois semblé réconfortante paraissait maintenant grotesque. C'était un décor de théâtre pour une pièce sur un mariage heureux, et elle venait de découvrir que l'acteur principal était un imposteur. L'odeur du sauté de veau qu'elle avait amoureusement préparé flottait encore dans l'air, un rappel écœurant de sa naïveté. Elle entra dans la cuisine, ses mouvements raides et robotiques, et versa tout le contenu de la cocotte dans la poubelle. Elle regarda, fascinée, la viande riche et sombre et les légumes s'écraser au fond du sac. C'était symbolique. Pendant des heures, elle erra dans le vaste appartement comme un fantôme. Elle toucha le marbre froid des comptoirs, le cachemire doux des plaids, les dos rigides des livres sur les étagères. C'étaient les accessoires de sa vie, et ils lui semblaient totalement étrangers. Elle dériva vers la chambre du bébé, un sanctuaire de lavande et de crème qui était maintenant souillé. Les minuscules robes suspendues dans le placard, le petit cheval à bascule dans le coin, la fresque d'étoiles douces au plafond. Tout cela était pour un enfant qui naîtrait maintenant dans un foyer brisé. Un sanglot, brut et rauque, s'échappa enfin de ses lèvres, brisant le silence suffocant. Elle s'effondra sur le sol, s'appuyant contre le berceau, et pleura. Elle pleura pour l'homme qu'elle pensait avoir épousé, pour l'amour qu'elle pensait qu'il partageait, pour l'avenir qu'on lui avait volé. Elle pleura jusqu'à ce qu'elle soit vide, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes, seulement une clarté froide et dure s'installant profondément dans ses os. La trahison de Nicolas n'était pas juste une liaison. C'était un manque de respect fondamental pour elle, pour leur mariage, pour leur enfant. Sa rage d'avoir été pris était plus révélatrice que n'importe quelle excuse n'aurait pu l'être. Il n'était pas désolé de ce qu'il avait fait. Il était furieux qu'elle l'ait vu pour qui il était vraiment. Elle ne pouvait pas élever un enfant dans cet environnement de mensonges et de mépris. Elle ne pouvait pas laisser sa fille grandir en pensant que c'était à cela que ressemblait l'amour. Une nouvelle émotion commença à fleurir dans le paysage désolé de son cœur. Pas de la colère, mais de la résolution. Une résolution d'acier, inébranlable. Elle ne serait pas une victime. Elle ne serait pas la pauvre femme enceinte dont on chuchote le nom dans les colonnes mondaines. Elle ne resterait pas pour se battre contre un homme qui n'avait aucun honneur. Elle disparaîtrait. Le plan se forma avec une rapidité et une précision surprenantes qu'elle ne se connaissait pas. C'était comme si le choc avait brûlé toute son indécision, ne laissant qu'un noyau de pur instinct protecteur. Elle alla dans son bureau privé, une petite pièce que Nicolas avait toujours dédaignée comme son espace de loisirs. Elle ouvrit un tiroir verrouillé de son bureau, révélant un livret bancaire pour un compte dont il ignorait l'existence. C'était un héritage de sa grand-mère, une femme farouchement indépendante qui lui avait dit un jour « Et toujours ton propre jardin, ma chère, un endroit que personne d'autre ne peut toucher ».
Chloé avait gardé le compte, y déposant de petites sommes provenant de son travail de consultante en art freelance au fil des ans. Ce n'était pas une fortune, mais c'était assez. C'était son jardin. Elle prépara une petite valise passe-partout. Pas avec des vêtements de créateur de sa vie actuelle, mais avec des choses pratiques, des chaussures confortables, des robes simples, l'exemplaire usé d'orgueil et préjugés que sa mère lui avait donné. Elle ne prit qu'une photo encadrée, une échographie de Lily. Elle emballa ses vitamines prénatales et un petit dossier contenant ses documents essentiels. Tout le reste, les robes de haute couture, les bijoux étincelants, les pièges vides d'être Madame Sterling, elle les laissa derrière elle. C'étaient des parties d'un costume qu'elle ne porterait plus jamais. Enfin, elle s'assit au grand bureau en acajou dans le cabinet de travail de Nicolas. Elle sortit une seule feuille de son papier à en-tête monogrammé et lourd. Sa main ne trembla pas alors qu'elle écrivait. Elle ne versa rien de son chagrin sur la page. Il n'y aurait pas d'accusation, pas de supplique, pas de longues explications tachées de larmes. Il ne méritait pas sa douleur. Elle écrivit seulement 3 courtes phrases. « Nicolas, tu m'as dit un jour que tu ne pourrais jamais vivre dans un monde sans confiance. Je vois maintenant que tu ne parlais que de la tienne. Je vais trouver un monde où ma fille pourra respirer la vérité. » Elle ne signa pas avec amour. Elle ne signa pas du tout. Elle entra dans leur chambre principale. Le lit king size avec ses draps à 1000 fils semblait vaste et vide. Elle plaça la lettre pliée carrément au centre de son oreiller. C'était un drapeau blanc de reddition austère dans une guerre qu'il ne savait même pas qu'elle menait. Avec un dernier regard autour de l'appartement qui n'était plus sa maison, Chloé Sterling marcha vers l'ascenseur de service, sa petite valise à la main. Elle descendit jusqu'au rez-de-chaussée, émergeant non pas dans le grand hall surveillé par le concierge, mais dans une ruelle calme à l'arrière. Elle se glissa dans l'obscurité d'avant l'aube de la ville, se fondant dans les ombres comme un fantôme, laissant derrière elle une vie qui n'avait été rien de plus qu'un beau mensonge doré. Des heures plus tard, Nicolas rentra. Il fumait encore de rage, rejouant la scène désastreuse au restaurant. Manon avait été furieuse, l'accusant d'être négligent. Il avait passé les dernières heures à l'apaiser avec des promesses d'un voyage à Venise et d'un nouveau collier en diamant. Il entra dans l'appartement, s'attendant à une confrontation, prêt à déchaîner un torrent de reproches et de manipulations psychologiques sur Chloé pour son comportement hystérique. Mais l'appartement était silencieux. « Chloé » appela-t-il, un fil d'irritation dans la voix. « Nous devons parler. » Silence. Il entra à grands pas dans leur chambre, son discours déjà préparé. Mais il s'arrêta net dans l'encadrement de la porte. Le lit était vide, parfaitement fait, et sur son oreiller, cette enveloppe blanche solitaire attendait. Il la ramassa, un nœud d'inquiétude se serrant dans son estomac. Il lut les 3 phrases. Il les relut. Les mots étaient calmes, dénués de l'émotion à laquelle il s'était attendu. C'était leur froideur même qui le glaça jusqu'aux os. Ce n'était pas l'écriture d'une épouse désemparée qui pleurerait chez sa mère. C'était autre chose, quelque chose de définitif. Il vérifia les placards. Ses vêtements étaient tous là. Sa boîte à bijoux était intacte. Mais son passeport avait disparu du coffre-fort, et la petite valise qu'elle avait depuis avant leur mariage manquait. Une fouille frénétique de l'appartement ne révéla rien d'autre de déplacé. C'était comme si elle s'était simplement évaporée. Il se tenait au milieu du salon alors que le soleil commençait à se lever, baignant l'appartement d'une lumière pâle et éthérée. La lettre était toujours serrée dans sa main. L'agacement cédait lentement la place à un sentiment étrange et inconnu. Ce n'était pas de la culpabilité. Pas encore. C'était de l'effroi. La réalisation glaçante qu'il avait sous-estimé la femme calme et douce qu'il appelait son épouse. Il avait brisé son cœur, et en réponse, elle avait simplement disparu. Pendant les premières 48 heures, l'émotion principale de Nicolas fut une rage arrogante et bouillonnante. La disparition de Chloé était, dans son esprit, un coup de théâtre enfantin conçu pour le punir. Il l'imaginait terré dans l'appartement de Valérie, pleurant et s'attendant à ce qu'il vienne ramper avec des excuses et un bijou ridiculement cher. Il résolut de la laisser mariner, de la laisser réaliser à quel point elle était stupide. Il avait besoin de contrôler le récit, et la première étape était de projeter une aura d'indifférence calme. Il alla au bureau, présida ses réunions avec son autorité tranchante habituelle, et plaisanta même avec ses associés seniors. Lorsque sa secrétaire demanda si Madame Sterling se sentait bien,
car elle n'avait pas appelé pour confirmer leur réservation de dîner, Nicolas fit un geste dédaigneux de la main. Elle a décidé de rendre visite à sa sœur en Bretagne pour quelques jours. Un voyage de dernière minute avant l'arrivée du bébé. Vous savez comment elle est. Le mensonge vint facilement, mais il semblait mince, même pour lui. Chloé n'avait pas parlé à sa sœur depuis plus d'un an après une dispute futile. C'était un rapiessage maladroit sur une réalité qui s'effilochait rapidement. La nuit, le silence de l'appartement devenait plus fort, plus accusateur. Il passait devant la chambre du bébé, et la perfection lavant des crèmes de la pièce ressemblait à un jugement. Il voyait sa tasse préférée près de la machine à café et ressentait un étrange pincement de quelque chose. Ce n'était pas une perte, pas encore. C'était une perturbation. Sa vie bien ordonnée avait été perturbée. Il appela son téléphone, mais il tomba directement sur la messagerie après une seule sonnerie. Il était éteint. Il envoya une série de SMS, chacun montant en ton. Chloé, ce petit jeu est absurde. Rentre à la maison. Je sais que tu es avec Valérie. Dis-lui d'arrêter de te nourrir de ces bêtises féministes. Nous sommes mariés et nous allons régler ça. Très bien. Fais comme tu veux. Mais tu es incroyablement égoïste. Pense au bébé. Aucune réponse. Le troisième jour, une fissure apparut dans son sang-froid. L'une des chroniqueuses mondaines les plus voraces de la ville, une femme nommée Léa Vin, appela son bureau. Nicolas, chéri, roucoula-t-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. J'ai entendu une rumeur plutôt affligeante selon laquelle Chloé a été vue quittant le Grand Véfour en larmes l'autre soir, et personne ne l'a vue depuis. Est-ce que tout va bien au paradis? Le sang de Nicolas se glaça. Léa, tu sais comment sont les rumeurs. Chloé va parfaitement bien. Elle est en petit voyage. Oh, comme c'est charmant. Et je suppose que l'autre rumeur selon laquelle tu dînais avec l'exquise Manon Dubois à ce moment-là est aussi juste un malentendu stupide? Il mit fin à l'appel, sa main tremblant légèrement. L'histoire éclata le lendemain matin, un article petit mais venimeux niché dans les pages société. Trouble chez les Sterling. Le magnate millionnaire Nicolas Sterling a été aperçu se rapprochant du mannequin Manon Dubois le jour de son anniversaire alors que sa femme enceinte de 7 mois, Chloé, serait partie en voyage. Des sources disent que Madame Sterling est incommunicado depuis des jours. Le conte de fées a-t-il tourné au vinaigre? L'article fut comme une allumette jetée dans une pièce pleine d'essence. Les appels commencèrent immédiatement. Sa mère, Monique Sterling, une matriarche redoutable soucieuse uniquement de l'image publique de la famille, était apoplectique. Nicolas, qu'est-ce que cela signifie? Une femme enceinte disparue, un mannequin. As-tu perdu la tête? Trouve ta femme et règle ça avant que cela ne ternisse le nom des Sterling. Ses partenaires commerciaux étaient plus modérés, mais tout aussi inquiets. La fusion était dans ses étapes finales et délicates. L'image du PDG impliqué dans un scandale domestique sordide était catastrophique. Cela doit disparaître, Nico, avertit son associé principal, la voix sombre. Nettoie ça. La panique, froide et aiguë, transperça enfin Nicolas. Ce n'était plus une dispute conjugale. C'était une crise. Il conduisit jusqu'au cabinet d'avocat de Valérie Thorne, passant en trompe devant sa réceptionniste et faisant irruption dans son bureau. Valérie était assise derrière son bureau, l'air froidement composé. Elle ne semblait pas surprise de le voir. Où est-elle? Exigea-t-il, la voix rauque. Je suppose que tu fais référence à ta femme, répondit Valérie, son ton glacial. Elle ne l'invita pas à s'asseoir. Celle que tu as publiquement humiliée. C'est entre moi et Chloé. Tu n'as aucun droit de me la cacher. Valérie se pencha en avant, ses yeux se plissant. Laisse-moi être très clair, Nicolas. Je n'ai pas vu ni parlé à Chloé depuis avant votre anniversaire. Mais si je savais où elle était, je ne te le dirais pas. Un homme à qui l'on ne peut pas confier le cœur de sa femme ne peut certainement pas se voir confier sa localisation. Maintenant, sors de mon bureau avant que je ne te fasse expulser pour violation de propriété. Son déni était si absolu, si convaincant qu'il le terrifia véritablement. Si Chloé n'était pas avec Valérie, alors où diable était-elle? La situation dégénéra. La frénésie médiatique grandit.
Des camions de journalistes étaient maintenant garés devant son immeuble de bureau et leur appartement. L'histoire avait évolué, la disparition de Chloé Sterling. Son visage à côté d'une photo rayonnante de Chloé enceinte et d'un cliché sensuel de Manon était placardé partout. Manon, loin d'être un réconfort, devint un cauchemar. Elle l'appelait sans cesse. Sa voix un mélange strident de panique et d'accusation. Mon agent vient de me lâcher. Ils ont dit que l'image scandaleuse de briseuse de ménage n'est pas bonne pour ma marque. Tu m'avais dit qu'elle n'était personne, Nico. Tu m'avais dit que tu maîtrisais la situation. Je m'en occupe. Claquait-il en retour, sa patience usée jusqu'à la corde. Tu t'en occupes? Le monde entier pense que je suis un monstre qui a poussé une pauvre femme enceinte à s'enfuir. Tu dois arranger ça. Tiens une conférence de presse. Dis-leur que nous sommes amoureux et qu'elle était instable. Son narcissisme égocentrique était soudain répugnant. Le glamour et l'excitation qu'elle représentait avaient caillé en quelque chose de bon marché et désespéré. Il la voyait pour ce qu'elle était, une autre acquisition, et une qui perdait rapidement de sa valeur. Une semaine après le départ de Chloé, Nicolas était assis seul dans l'appartement sombre, les lumières de la ville scintillant indifféremment à l'extérieur. Son empire tremblait. Sa réputation était en lambeaux et sa maîtresse était un fardeau. Le silence de l'appartement n'était plus simplement vide. Il se moquait de lui. Il regarda enfin à nouveau la lettre, les 3 courtes phrases qui avaient tout déclenché. Je vais trouver un monde où ma fille pourra respirer la vérité. Il l'avait rejeté comme du mélodrame. Maintenant, cela sonnait comme une déclaration de guerre. Il n'avait pas seulement perdu une femme. Il s'était créé une ennemie. Et pour la première fois de sa vie dorée et privilégiée, Nicolas Sterling avait vraiment, profondément peur. Il était dépassé. Ses outils habituels de pouvoir, d'argent et d'intimidation étaient inutiles. Il devait la trouver, non seulement pour sauver son entreprise, mais parce qu'un vide terrifiant s'était ouvert dans sa vie là où elle se trouvait auparavant. Il devait la trouver. Et pour cela, il avait besoin de quelqu'un qui pouvait opérer dans les ombres qu'il avait si négligemment créées. Avec son monde qui s'effondrait, et la police posant maintenant des questions pointues sur des troubles domestiques, une ligne d'enquête qui lui glaçait le sang, Nicolas savait qu'il avait besoin d'un expert. Il n'avait pas besoin d'un avocat bulldog ou d'un agent de relations publiques mielleux. Il avait besoin d'un fantôme. Il avait besoin de quelqu'un qui pouvait naviguer dans le monde invisible des secrets et des disparitions. Quelqu'un qui opérait avec discrétion et une efficacité impitoyable. Sa recherche le mena à un nom prononcé seulement à voix basse dans les cercles les plus puissants de la ville, Monsieur Pierre Peterson. Ce n'était pas un détective privé au sens traditionnel. C'était un résolveur de problèmes, un ancien agent des services de renseignement qui offrait maintenant ses compétences considérables aux plus offrants. Son bureau était une petite suite modeste dans un immeuble historique mais banal, un choix délibéré pour projeter l'anonymat plutôt que l'opulence. Monsieur Peterson était un homme à la fin de la cinquantaine aux cheveux grisonnants, en costume impeccablement taillé mais simple, et aux yeux qui semblaient ne rien manquer. Il écouta la version frénétique et égoïste des événements de Nicolas sans interruption, ses mains jointes en clocher sur la surface épurée de son bureau. Lorsque Nicolas eut fini, Peterson resta silencieux un long moment. Vous avez menti à la police, aux médias et à vos partenaires commerciaux, déclara Peterson, sa voix calme et égale. Ce n'était pas une accusation. C'était une observation. Vous allez maintenant me dire la vérité. Chaque détail. Mon travail est impossible lorsqu'il est construit sur une fondation de tromperie. Dépouillé de son pouvoir habituel, Nicolas se retrouva à tout avouer, la liaison avec Manon, la confrontation au restaurant, ses mots cruels, la froideur de la lettre de Chloé. Il peignit un portrait de Chloé comme douce, effacée et émotionnellement fragile. Elle n'aurait pas pu faire ça toute seule, insista Nicolas. Elle n'en est pas capable. Quelqu'un doit l'aider, la manipuler. L'expression de Peterson resta illisible. Les suppositions sont l'ennemi de la découverte, Monsieur Sterling. Vous avez supposé que votre femme est faible. Opérons plutôt sur les preuves. L'enquête de Peterson commença non par une recherche de Chloé, mais par une déconstruction judiciaire de sa vie. Il ne cherchait pas une demoiselle en détresse. Il cherchait un stratège. Il accéda aux dossiers financiers, aux journaux d'appel et aux comptes de messagerie que Nicolas ne savait même pas que Chloé avait. Lentement, un portrait d'une femme complètement différente commença à émerger.
Votre femme n'était pas oisive, monsieur Sterling, rapporta Peterson une semaine plus tard, glissant un mince dossier sur son bureau. Au cours des 6 derniers mois, elle a méthodiquement déplacé de petites sommes d'argent de vos comptes conjoints ou des montants assez petits pour passer inaperçus à vos yeux vers une fiducie privée. Le total est d'un peu plus de 200 000 €. Nicolas fixait, abasourdi. C'est impossible. Elle ne s'occupait jamais des finances. Elle a également liquidé un petit portefeuille d'actions hérité de sa grand-mère 3 semaines avant sa disparition. Peterson continua, sa voix impassible. Et elle a effectué un retrait unique et significatif de ce compte privé le matin où elle a disparu. 50 000 € en espèces. L'image d'une femme pleurant et hystérique s'évaporait, remplacée par celle d'une planificatrice calculatrice. La disparition n'était pas un acte spontané de chagrin. C'était une évasion préméditée. Les enquêtes de Peterson allèrent plus loin, découvrant des couches de la propre vie de Nicolas qu'il préférait garder cachées. L'enquêteur trouva des preuves d'autres indiscrétions, un modèle de comportement avec les femmes qui frisaient le prédateur. Plus alarmant encore, il signala plusieurs des transactions commerciales récentes de Nicolas. Cette fusion qui vous inquiète tant? Dit Peterson, son regard perçant. Celle avec Omnicorp. Mes sources me disent qu'il y a des irrégularités, des murmures de sociétés écrans, de valorisation d'actifs gonflés. Des choses que l'autorité des marchés financiers trouverait très intéressantes. Ce sont des rumeurs sans fondement, claqua Nicolas, une nouvelle vague de panique montant dans sa gorge. Peut-être, concéda Peterson. Mais ce qui est intéressant, c'est l'historique de recherche de votre femme sur son ordinateur portable personnel, que vous avez négligé dans votre bureau. Dans les semaines précédant son départ, elle ne cherchait pas seulement des meubles pour bébé. Elle cherchait sur la comptabilité judiciaire, la protection des lanceurs d'alerte et les noms de plusieurs avocats éminents en criminalité en col blanc, y compris, notamment, Valérie Thorne, qui se spécialise dans ce domaine précis. La pièce sembla rétrécir autour de Nicolas. Il ressentit un frisson profond et écœurant. Le départ de Chloé n'était pas seulement à propos de la liaison. Ce n'était que le catalyseur. Elle avait creusé. Elle avait trouvé quelque chose de bien plus dangereux pour lui qu'une amante éconduite. La liaison n'avait pas seulement brisé son cœur. Elle avait confirmé que l'homme qu'elle avait épousé était pourri jusqu'à la moelle, et cela lui avait donné la poussée finale dont elle avait besoin pour agir. Elle ne ferait pas ça, balbutia Nicolas, les mots creux. Elle ne comprendrait rien de tout ça. Encore une fois, monsieur Sterling, vous la sous-estimez, dit froidement Peterson. Votre femme a une maîtrise en histoire de l'art avec une spécialisation en provenance. Toute sa carrière universitaire consistait à tracer l'histoire des objets, à découvrir des faux et à suivre une trace écrite. Vous semblez avoir confondu une nature calme avec un esprit simple. La découverte finale de l'enquêteur fut la plus directe. Il avait tracé un seul appel téléphonique que Chloé avait passé sur un téléphone jetable qu'elle avait acheté le jour de sa disparition. L'appel dura 15 minutes et borna sur une antenne relais près de l'aérodrome de Toussul-Noble, mais le numéro qu'elle avait appelé n'était pas celui d'un ami ou d'un membre de la famille. C'était le bureau d'accueil d'une petite compagnie d'aviation privée, conclut Peterson en fermant le dossier. Elle a affrété un vol, payé en espèces. Aucun plan de vol n'était nécessaire pour ce type de petit avion au-delà des procédures locales. Le pilote est un professionnel discret qui se spécialise dans le transport hors réseau pour des clients fortunés cherchant la confidentialité. Il l'a déposé à l'altiport de Courchevel. De là, la piste refroidit. Courchevel, un terrain de jeu pour les riches, mais aussi une porte d'entrée vers de vastes communautés de montagnes isolées où une personne pourrait facilement disparaître si elle en avait les ressources et la volonté. Nicolas s'affaissa dans son fauteuil, totalement vaincu. Chaque mouvement qu'il avait fait avait été anticipé. Chaque supposition qu'il avait tenue était fausse. Il avait joué aux dames pendant que Chloé jouait une partie magistrale d'échecs. Sa lettre prenait soudain un sens terrifiant. Elle ne le quittait pas simplement. Elle le fuyait, protégeant son enfant d'un homme qu'elle voyait maintenant comme un criminel. Et elle avait emporté quelque chose avec elle, la connaissance. Une connaissance qui pouvait non seulement mettre fin à leur mariage, mais qui pouvait aussi l'envoyer en prison. La recherche de sa femme disparue était devenue une course désespérée pour trouver une femme qui détenait le pouvoir de le détruire complètement. Et elle avait, selon tous les comptes, 2 coups d'avance. L'air dans le petit village du Luberon, en Provence,
était pur, frais et propre. Il sentait le thym et la terre humide. Une odeur si fondamentalement différente de l'air étouffé par les gaz d'échappement de Paris que cela semblait appartenir à une autre planète. Pour la femme maintenant connue sous le nom de Camille Bernard, c'était l'odeur de la liberté. Chloé, ou Camille, comme elle s'appelait maintenant, avait trouvé ce refuge grâce à un réseau que Valérie avait méticuleusement arrangé. C'était un hameau niché profondément dans le massif, un endroit pour les gens qui ne voulaient pas être trouvés. Ici, elle n'était pas l'épouse disparue d'un millionnaire. Elle était une veuve enceinte et tranquille qui avait déménagé dans le sud pour échapper à des souvenirs douloureux et prendre un nouveau départ. Les villageois, rudes et autonomes, respectaient la vie privée. Ils offraient des sourires discrets et des hochements de tête, mais ne posaient aucune question indiscrète. Sa nouvelle maison était un petit mas rustique situé sur quelques hectares de terre avec un ruisseau gargouillant à proximité et une vue imprenable sur les collines. C'était un monde loin du Penthouse aux murs de verre stériles. Ici, les sols étaient faits de tomates chaudes. Les meubles étaient confortables et usés, et le silence était paisible, pas oppressant. Les premières semaines furent un flou d'installation et de décompression du traumatisme de son évasion. Il y avait des nuits où elle se réveillait en criant, l'image du visage furieux de Nicolas et du sourire moqueur de Manon brûlait dans sa mémoire. Mais avec chaque lever de soleil qui peignait les montagnes de teintes roses et dorées, les fantômes de sa vie passée commençaient à s'estomper. Elle n'avait pas fait cela seule. Valérie Thorne avait été sa partenaire silencieuse, sa bouée de sauvetage. Des semaines avant la confrontation, lorsque les soupçons de Chloé sur les affaires de Nicolas s'étaient solidifiés en une certitude terrifiante, elle avait contacté sa vieille amie. « Je pense que c'est un criminel, Val », avait avoué Chloé, sa voix tremblant sur une ligne cryptée sécurisée. « Et je pense que je suis en danger. Pas physiquement, mais toute ma vie est bâtie sur un mensonge. Si je le confronte, il m'écrasera. » Valérie, toujours la stratège, était immédiatement passée en mode action. Alors on ne confronte pas. On s'échappe. On rassemble des preuves. On crée une nouvelle identité. Et on te construit une forteresse. Quand le moment sera venu, tu ne le confronteras pas. Tu le démantèleras. Ensemble, elles avaient planifié chaque détail. Valérie avait arrangé les téléphones jetables, l'affrètement privé, l'achat du mas par le biais d'une fiducie aveugle, et la création de la nouvelle identité de Chloé. Le rôle de Chloé avait été de jouer la partie de l'épouse insoupçonnée tout en téléchargeant discrètement des fichiers accablants du serveur domestique de Nicolas, des fichiers détaillant les comptes offshore, les factures frauduleuses et les communications qui décrivaient clairement son intention d'escroquer ses nouveaux partenaires commerciaux. Elle les avait copiés sur un petit disque dur crypté qui était maintenant stocké dans un coffre-fort d'une banque dans une ville voisine. Maintenant, dans la sécurité du Luberon, Chloé se concentrait sur la seule chose qui comptait vraiment, son bébé. Elle passait ses journées à marcher le long des sentiers, respirant l'air pur et parlant à la petite vie grandissant en elle. Elle lisait de la poésie à voix haute, sa voix douce dans le calme des bois. Elle redécouvrit son amour pour l'art, non pas en tant que conservatrice du travail des autres, mais en tant que créatrice. Elle acheta un ensemble d'aquarelles et commença à peindre les paysages époustouflants autour d'elle. Les couleurs vibrantes étaient un baume pour son âme meurtrie. 2 mois après son arrivée, le travail commença. Sa sage-femme, une femme calme et robuste nommée Sœur Marie, était à ses côtés. Il n'y avait pas de chambre d'hôpital froide et stérile. Pas de mari paniqué dans la salle d'attente. La naissance eut lieu dans son mas devant un feu crépitant alors qu'une neige douce commençait à tomber dehors. Après des heures de travail intense, elle tint sa fille dans ses bras. Le bébé était parfait, avec une touffe de cheveux sombres et des yeux qui semblaient détenir toute la sagesse des montagnes. Chloé pleura. Mais cette fois, ses larmes n'étaient pas de chagrin, mais d'un amour écrasant, féroce et inconditionnel. Elle la nomma Espérance, et non Lily. Lily était le nom choisi par une femme vivant dans une cage. Espérance était le nom choisi par une femme qui s'était libérée. « Bonjour, Espérance », chuchota T.L., la voix chargée d'émotion en embrassant le front de sa fille. « C'est toi et moi. On va s'en sortir. » La maternité la consuma, la guérit. Prendre soin d'Espérance lui donna un sens profond de but qui avait toujours manqué à sa vie avec Nicolas. Elle n'était plus seulement Chloé Sterling, l'épouse. Elle était Camille Bernard, la mère d'Espérance. C'était un titre qui semblait plus réel et plus précieux que tout autre.
Elle gardait le contact avec Valérie chaque semaine par des emails cryptés. Valérie la mettait au courant de la tempête qu'elle avait laissée derrière elle. L'image publique de Nicolas était en ruine. La fusion avec Omnicorp avait calé, les partenaires étant maintenant profondément effrayés par le scandale et les murmures d'irrégularités financières. Monsieur Peterson, apprit Valérie par son propre réseau, creusait et se rapprochait. Il a engagé les meilleurs, écrivit Valérie. Ils te trouveront un jour ou l'autre. Nicolas est acculé et désespéré. Nous devons décider quand faire notre mouvement. Un après-midi d'automne frais, alors que Chloé était assise sur son porche, berçant une espérance endormie, elle regarda les montagnes majestueuses et inflexibles. Elles avaient tenu bon pendant des millénaires, témoins silencieux des tempêtes et des saisons, leur force absolue. Elle ressentit une parenté avec elle. Elle n'était plus la femme fragile qui s'était enfuie dans la nuit. Elle avait traversé sa propre tempête. Elle avait donné naissance à une nouvelle vie et, ce faisant, s'était fait renaître elle-même. Elle était forte. Elle était prête. Elle ouvrit son ordinateur portable et envoya un email court et décisif à Valérie. C'est l'heure. Brûlons tout. L'assemblée annuelle des actionnaires des industries Sterling se tenait dans les salons de l'hôtel de Crillon, un bastion historique de la vieille richesse parisienne. L'atmosphère était chargée de tension. Depuis des mois, l'entreprise perdait de la valeur. La fusion ratée avec Omnicorp, couplée au scandale continu de la femme disparue du PDG et aux rumeurs tourbillonnantes d'une enquête imminente de l'AMF, avait créé une tempête parfaite de panique chez les investisseurs. Nicolas Sterling se tenait au podium, le visage pâle et tiré, un fantôme du titan confiant qu'il avait été moins d'un an auparavant. Il se battait pour sa vie professionnelle. Il livra un discours désespéré et passionné rempli de jargon sur la restructuration, la pérennité et l'alignement synergique. Il essayait de projeter de la force, de rassurer les hommes et les femmes au visage sombre dans le public que leurs investissements étaient sûrs, qu'il était toujours aux commandes. Mais sa voix manquait de son ancienne autorité. Son charme semblait répété et creux. La salle n'y croyait pas. Et ainsi il conclut, sa voix se tendant. Je demande votre foi continue en mon leadership alors que nous naviguons ces vents contraires temporaires et dirigeons cette grande entreprise vers un avenir prospère. Un silence tendu et peu convaincu suivit. Le président du conseil, un homme sévère nommé Stéphane Vance, était sur le point d'ouvrir la séance aux questions et des questions que Nicolas savait brutales lorsque les grandes doubles portes à l'arrière de la salle de bal s'ouvrirent. Toutes les têtes se tournèrent. Une vague de halètements et de chuchotements se propagea dans la pièce comme une traînée de poudre. Encadrées dans l'embrasure de la porte se tenaient deux femmes. La première était Valérie Thorne, son expression tranchante et commandante, mais c'était la femme à côté d'elle qui stupéfia la salle dans un silence absolu. C'était Chloé. Mais ce n'était pas la Chloé dont tout le monde se souvenait. L'épouse douce et gentille avait disparu. À sa place se tenait une femme d'une prestance et d'une puissance époustouflante. Elle était vêtue d'un tailleur bleu foncé cintré qui était sobre mais indéniablement coûteux. Ses cheveux étaient coiffés dans une coupe professionnelle élégante. Son visage, libéré de l'anxiété hantée qui l'avait autrefois assombri, était calme et résolu. Elle irradiait une confiance qui était plus puissante que n'importe lequel des discours fanfarons de Nicolas. Dans ses bras, elle tenait une magnifique petite fille aux yeux brillants. Nicolas fixa la scène, son sang se transformant en glace dans ses veines. Il avait l'impression de voir un fantôme vengeur et impeccablement vêtu. Sa bouche devint sèche. Tout l'air semblait avoir été aspiré de la pièce. Avec un pas lent et délibéré, Chloé et Valérie descendirent l'allée centrale, le claquement de leurs talons étant le seul son dans le salon caverneux. Les actionnaires s'écartèrent devant elles comme si elles étaient de la royauté. Les yeux de Chloé étaient verrouillés sur Nicolas, son regard égal et inflexible. Ce n'était pas un regard de haine ou de douleur. C'était le regard froid et détaché d'un vainqueur observant son ennemi vaincu. Elles s'arrêtèrent directement devant le podium. Chloé ajusta le bébé dans ses bras, ses mouvements fluides et maternels. Stéphane Vance, le président, fut le premier à retrouver sa voix, bien qu'elle fût tendue par le choc. Chloé. Madame Sterling. Mon Dieu, est-ce vous? C'est bien moi, Stéphane, répondit Chloé, sa voix claire et stable, amplifiée par le microphone que Nicolas venait d'utiliser. Elle porta jusqu'au moindre recoin de la salle. Bien que je reprenne mon nom de jeune fille, Morel. S'il vous plaît, appelez-moi Madame Morel.
Nicolas trouva enfin sa voix, un râle étouffé et désespéré. « Chloé, où étais-tu ? Je me suis fait un sang d'encre. J'ai engagé des gens. Je t'ai cherché partout. » Chloé eut un petit sourire sans humour. « Oui, je sais. Monsieur Peterson est très bon dans son travail. Mais je n'étais pas perdu, Nicolas. Je me préparais. » Elle détourna son attention de son mari stupéfait vers le conseil et les actionnaires assemblés. « Je m'excuse pour cette interruption, dit-elle, sa voix sonnant avec autorité. Mais je suis ici aujourd'hui en tant que mère d'Espérance Morel, qui est, par mon règlement de mariage et sa lignée paternelle, une actionnaire significative de cette entreprise, et je suis ici en tant que lanceuse d'alerte. » Un halètement collectif traversa la salle. Le terme « lanceuse d'alerte » fut comme le glas. Valérie Thorne s'avança, ouvrant une mallette en cuir. « Ma cliente, Madame Morel, a des preuves irréfutables que Monsieur Sterling est engagé depuis 2 ans dans un stratagème systématique pour escroquer cette entreprise et ses actionnaires. » Elle commença à distribuer des dossiers minces et soigneusement reliés aux membres du conseil choqués. À l'intérieur, vous trouverez la documentation de virements illégaux vers des comptes offshore non audités, des factures falsifiées utilisées pour gonfler les bénéfices de l'entreprise avant la tentative de fusion avec Omnicorp, et des communications internes prouvant l'intention de Monsieur Sterling de détourner des fonds. Le montant total dépasse les 50 millions d'euros. La panique éclata. Des cris d'incrédulité et de colère remplirent la salle de bal. Nicolas était livide, titubant en arrière du podium comme s'il avait été physiquement frappé. « Mensonge !» croassa-t-il, sa voix à peine un murmure. « C'est de la vengeance. C'est une femme éconduite qui essaie de me détruire. » Chloé croisa son regard désespéré, sa propre expression sans pitié. « Ai-je été éconduite, Nicolas ? » Oui, mais il ne s'agit pas de vengeance pour un cœur brisé. Il s'agit de justice pour tes crimes. Il s'agit de protéger l'héritage de ma fille de l'homme qui était prêt à le voler. Elle déplaça Espérance dans ses bras, et pour la première fois, sa voix s'adoucit alors qu'elle regardait son enfant. « Tu as bâti un empire sur des mensonges, » dit-elle, ses yeux se levant vers les siens, maintenant durs comme des diamants. « Et je suis ici pour m'assurer que l'avenir de ma fille soit bâti sur la vérité. » Son entrée n'était pas juste un retour. C'était un coup d'État. Elle n'était pas revenue pour réclamer sa place à ses côtés. Elle était revenue pour prendre la sienne. La salle était en plein chaos, mais Chloé se tenait en son centre, un pilier de calme et de puissance vertueuse. Le tour de magie de la disparition était terminé. Le règlement de compte venait juste de commencer. Les preuves dans le dossier furent une bombe qui anéantit le monde de Nicolas en quelques minutes. La salle de bal entra en éruption alors que les membres du conseil voyaient la preuve indéniable de ses crimes. Ces affirmations désespérées de la vengeance d'une épouse bafouée furent inutiles face aux faits froids et durs de ses propres emails et comptes offshore. Nicolas, le visage transformé en un masque d'incrédulité, se jeta vers Chloé. « Tu as tout détruit !» hurla-t-il, sa voix rauque de fureur. Avant qu'il ne puisse l'atteindre, les agents de sécurité l'interceptèrent, maîtrisant le PDG disgracié alors qu'il se débattait et jurait. Chloé regarda la coquille vide de l'homme qu'elle avait épousé, son cœur ne contenant qu'une résolution calme et finale. « Tu as tout détruit, Nicolas, dit-elle, sa voix tranchant à travers sa rage. J'ai juste allumé la lumière. » Sur ce, elle lui tourna le dos et sortit de la salle de bal avec sa fille et son avocate, laissant le chaos derrière elle. Son départ fut suivi de l'arrivée rapide de la brigade financière. Nicolas fut arrêté sur le champ, sa chute aussi publique et humiliante qu'il l'avait toujours craint. Les retombées furent absolues. Reconnu coupable de multiples chefs d'accusation de fraude et de détournement de fonds, Nicolas fut condamné à une longue peine de prison. Dépouillé de ses actifs et de son pouvoir. Le conseil d'administration de Sterling, dans un effort pour sauver l'entreprise, nomma Chloé Morel à un rôle consultatif, s'appuyant sur son intégrité pour restaurer la confiance dans l'entreprise. 1 an plus tard, Chloé se tenait dans son appartement lumineux et ensoleillé donnant sur un parc parisien. Ses peintures remplissaient les murs de couleurs, et sa fille Espérance faisait ses premiers pas joyeux sur le parquet en bois. Elle n'était pas une épouse qui avait disparu, mais une femme qui s'était trouvée. Elle s'était échappée de la cage dorée, et ce faisant, avait construit un véritable foyer, une vie fondée non pas sur la richesse, mais sur le sol inébranlable de la vérité et de l'amour. Quel incroyable voyage de force et de résilience!
L'histoire de Chloé est un rappel puissant que les trahisons les plus profondes peuvent souvent enflammer les transformations les plus féroces. Elle a transformé sa douleur non pas en désespoir, mais en une quête méticuleusement planifiée de justice, prouvant que le véritable pouvoir ne réside pas dans la richesse ou le statut, mais dans l'intégrité, le courage et un amour indéfectible pour son enfant. Elle n'a pas seulement échappé à un mariage toxique. Elle a démantelé un empire de mensonges pour construire un avenir basé sur la vérité. Si son histoire de triomphe vous a ému, prenez un moment pour montrer votre soutien. Cliquez sur le bouton j'aime pour nous faire savoir que vous l'avez apprécié et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les histoires de karma ultime et d'émancipation. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer notre prochain récit captivant. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour la prochaine histoire.